Chers amis, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux dans cet amphi prestigieux, amphi Richelieu de la Sorbonne, pour accueillir ce soir, la veille de son 100e anniversaire, Boris Vian et certains membres de l'Oulipo. Donc nous sommes ravis de les accueillir. D'ailleurs, il y a Eduardo Berti, Marcel Benabou et Hervé Letellier, que je vous demande d'applaudir et qui vont monter me rejoindre sur scène. Et donc, on va simplement, on a la chance d'avoir 3 membres de l'Oulipo qui vont peut-être commencer, parce qu'il y a des étudiants dans la salle qui, j'ai entendu tout à l'heure, ne savaient pas ce que c'était l'Oulipo. Qu'est-ce que vous pouvez dire, que pouvez-vous expliquer à ces étudiants ou peut-être à des gens qui sont ici, qui ne connaissent pas bien l'Oulipo? Marcel. L'Oulipo donc, est un groupe qui a été créé il y a une 60aine d'années, en 1960, par 2 personnages aussi éminents l'un que l'autre, Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Et l'idée était de réunir et de faire travailler ensemble des gens qui s'intéressent à la littérature et des gens qui s'intéressent aux mathématiques, et d'essayer d'importer en littérature des structures, des modèles de type mathématique. Par exemple par exemple le S plus 7. Fable de La Fontaine qui avait été, c'est ça, traduite en S plus 7. Voilà. Le S plus 7 étant que... On prend un texte, on prend les substantifs, S veut dire substantif, on prend les substantifs de ce texte, on prend un dictionnaire, quel qu'il soit, et on choisit le septième substantif qui suit dans le dictionnaire, et on le remplace, et ça donne des choses tout à fait incroyables. Par exemple, je crois que la cigale et la fourmi donnent la simèse. La simèse et la fraction. La simèse ayant débagoulé tout l'éternueur, ce tuba fort dépurative, quand la bixacée fut verdie, elle alla crocher frange chez la fraction, sa volcanique, etc. Merci. Voilà. Alors, la question, c'est que vous avez eu une chance inouïe, je pense beaucoup d'écrivains rêveraient d'avoir cette chance, qu'on leur dise, voilà, un grand écrivain n'a pas pu terminer son livre, et il a écrit les 4 premiers chapitres, et il faut continuer le livre. Comment ça s'est passé? Comment se fait-il qu'on ait confié cette tâche? Enfin, je pose cette question naïvement, mais comment se fait-il qu'on ait confié cette tâche à l'Oulipo? Quelle est la raison? Je vais vous raconter ça en détail. À la mort de Boris Vian, s'est créé ce qui a été appelé une cohérie, c'est-à-dire ses héritiers. Ces héritiers ont constitué une petite association, une petite société, donc sa femme et un certain nombre de gens. La cohérie Vian, actuellement, est représentée pendant longtemps, depuis longtemps, je veux dire, est représentée par Nicole Berthold, qui est une espèce de vestale du culte de Boris Vian. Elle y travaille depuis des années, elle ne s'occupe que de ça, elle vit dans la maison de Boris Vian, et c'est elle qui a fait tout pour ce centenaire. Et depuis 3 ans déjà, elle commençait à préparer le centenaire, et elle voulait faire quelque chose d'un document qu'elle avait trouvé. Elle et Ursula Vian, donc la veuve de Vian, elles avaient trouvé ce document et elles ne savaient pas quoi en faire. Donc ce document, c'était un scénario très bref et puis 4 chapitres rédigés d'un roman qui était... Le roman n'avait pas de titre, mais le projet s'appelait Roman série noire. Et un jour, donc il y a 3 ans, elle est venue me voir et me dit, voilà, Marcel... Elle m'explique un peu, elle avait tapé ce texte et elle me dit, voilà, j'aimerais que vous et vos amis de l'Oulipo vous occupiez de faire quelque chose de ce texte. Voilà, alors justement, faire quelque chose, voilà. Comment procède l'Oulipo? Est-ce que
on a procédé comme pour un cadavre exquis, on a les 4 premiers chapitres, et ensuite chaque membre de l'Oulipo écrit un chapitre successivement. Est-ce que vous vous êtes réunis pour faire un plan? Est-ce que vous avez étudié les 4 premiers chapitres pour bien... voilà, est-ce que vous avez décidé de la fin? Enfin... Je crois que je vais passer la parole à Hervé, qui va vous raconter tout aussi en détail que je l'ai. Ça ne m'étonnerait pas. C'est brièvement... Donc on a 4 chapitres, on nous demande de finir, et la première question qu'on peut se poser, c'est en quoi est-ce que Boris-Vian est oulipien, et comment est-ce qu'on peut adapter finalement un texte de Boris-Vian à un travail oulipien. Il se trouve que c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un Boris-Vian. C'est-à-dire qu'on a affaire à un livre qui est dans la lignée des Vernon Sullivan, même si évidemment les Vernon Sullivan sont limités aux éditions du Scorpion et que c'est destiné à la série noire de Marcel Duhamel, on est quand même dans une veine, disons, d'écriture qui est celle d'un roman policier à la Vernon Sullivan. Donc, ce qui nous est assez naturellement apparu, c'est qu'il fallait non pas écrire un Boris-Vian, ce que je pense qu'on n'aurait pas fait, c'est-à-dire qu'on n'aurait certainement pas décidé d'écrire un autre L'écume des jours ou L'automne à Pékin, c'était pas possible. En revanche, à Vernon Sullivan, c'est plus simple parce il y a une sorte de ligne toute tracée qui est celle du pastiche de Chandler, de Mickey Spillane, et on s'est donc mis dans cette direction-là, c'est-à-dire de reprendre les 4 chapitres de Vian et de continuer dans cette veine, peut-être même en la rendant encore plus... il a écrit ça sur un coin de table, il a eu moins de temps sans doute que nous on en a eu, et donc on a poussé la veine Sullivan encore plus loin que sans doute on a dans les 4 premiers chapitres. Alors après, c'est donc un pastiche de pastiche, puisqu'on a un Sullivan qui est un pastiche de Chandler, nous on fait un pastiche d'un pastiche de Chandler. Et on va dans cette direction à fond. On a fait exactement 12 chapitres supplémentaires. Au début, on a suivi le synopsis de Vian, qui est un synopsis, vous allez le voir... parce que, il ne faut pas le voir, mais... Vous allez l'écouter. Oui. Ne lisez pas le synopsis d'abord si vous n'avez pas lu le livre. Mais en revanche, c'est un synopsis court. Mais ce que vous allez voir, c'est que c'est un livre du jeu. Les livres du jeu en matière de policier ont un gros défaut, c'est que vous avancez doucement et vous découvrez les choses en même temps que le narrateur. Or, le narrateur dans ce livre n'est pas la personne qui mène l'enquête a priori, et n'est pas non plus le policier, littéralement, qui doit suivre la chose. Donc c'était mal. Et qu'il en est mort. Voilà. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous ouvrez un frigo et dedans vous avez une tomate, un poireau et une pomme de terre, et quelqu'un vous dit allez-y, faites une soupe avec ça. Voilà, ça. Alors nous, on a dû un peu rajouter d'autres choses que la poireau, le pomme de terre voilà. Et donc on a rajouté beaucoup de choses. On a rajouté des suspects, on a rajouté beaucoup de morts. On n'a rien triché en matière du synopsis. On l'a respecté totalement. On a juste rentré beaucoup de choses comme des gousses d'ail dans un gigot pour avoir un truc un peu plus riche. On a eu le synopsis qui a été recréé par Jacques Jouet, qui nous a proposé un découpage. Chacun d'entre nous a écrit des chapitres. Donc on était 5 à écrire des chapitres, Marcel faisait les notes. Les 5 qui ont écrit des chapitres ont ensuite confronté les chapitres les uns aux autres. On avait donc nos 12 chapitres. On a vu que c'était une sorte de Frankenstein littéraire. C'était un Frankenstein. Et nous avons donc... C'est ça, une chimère, qui devait surtout pas rester une chimère pour le plaisir du lecteur. Et on est repassé ensuite au rouleau compresseur dessus pour faire un vrai roman. Voilà. Unifier le style, ça veut dire qu'après on a fait un document unique et sur lequel on a travaillé collectivement avec les systèmes que permettent l'électronique et l'informatique d'aujourd'hui, la technologie. Alors, avant d'entrer dans le détail de la deuxième partie, parce que comme nous allons écouter, on va dire, des extraits des 4 premiers chapitres, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément? Dans ces chapitres, notamment, il y a une des choses qui m'a frappé, c'est un certain vocabulaire que vous n'avez pas repris. Il y a des mots, par exemple, qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, comme shintok ou inverti, etc., qui étaient quand même assez crus. Vous n'avez pas... Vous avez développé plein de choses. Hashtag Boris. Est-ce que vous pouvez nous parler, donner plus d'informations sur ces 4 premiers chapitres? Qu'est-ce qu'ils vous ont évoqué? Qu'est-ce qu'ils vous ont inspiré, en fait?
En tout cas, moi, personnellement, j'ai vu toute cette expérience comme un travail de contrainte, finalement, un travail très olympien. On était sous contrainte. Les 4 premiers chapitres donnaient déjà un cadre, un narrateur, un point de vue, une musique, un rythme. On ne pouvait pas aller contre ça, il fallait continuer. On avait un synopsis qui donnait déjà le coupable. Alors, le travail, le grand... Oui, vous connaissiez le coupable, hein, oui. Dès le début. Par contre, oui, alors, pour parler un peu d'une façon un peu simple, quand on écrit un polar, un écrivain qui écrit un polar déploie sur la table toutes les options. Hein? Il y a une situation, il y a les options, c'est qui le coupable? Il va essayer de trouver ni le plus évident, parce que ça c'est trop facile pour le lecteur, ni le plus tiré des cheveux non plus. Il essaie de trouver quelque chose qui soit original, mais juste en même temps, comme une bonne métaphore. Hein? Bien trouvé et juste. Mais nous, on n'avait pas ce choix-là. Et on ne pouvait même pas modifier. Il y a des auteurs qui, au milieu du travail, se rendent compte qu'en fait, le premier choix n'était pas le bon. Il y a 10 000 cas comme ça d'auteurs de polar qui se disent « Non, en fait, je me suis trompé, je vais changer ». Nous, on ne pouvait pas le faire. Ce qu'on pouvait faire, c'était de grossir les faux indices. Notre travail était plutôt de travailler dans les interstices qui laissaient le texte. Et ce qu'on a fait, c'était de s'aimer des faux indices. Mais on pouvait rien, on s'est dit qu'on n'allait rien toucher. Et je pense qu'on a changé une seule chose, une petite erreur de Vian, mais une faute de frappe. Mais on n'a rien changé du texte de Vian. C'est pour ça que je dis que j'ai vécu ça comme une contrainte très oulipienne, finalement. Même si on avait un espace de liberté, c'est une liberté qu'on a dû trouver à partir d'une contrainte. Ça, c'est des choses très limitées et des choses très balisées, très données par ces 4 premiers chapitres. Et bien la transition parfaite, tu vas juste... Oui, pardon, excuse-moi. Non, je voulais juste dire que les 3-4 choses qu'on s'est imposées, c'est de respecter en riant le machisme du début. On avait Clémentine Mélois qui nous poussait. Oui, d'ailleurs, juste à ce sujet, direction. j'ai, pour ceux qui ont lu le livre, le machisme vintage, très fortement est fortement incité ou fortement encouragé par un membre féminin voilà, la seule membre féminine d'accord. Non, mais ça, il faut le savoir. Oui. C'est pas la seule membre féminine de l'Oulipo, mais de cette co-commission, c'était la seule et la plus dynamique dans le machisme vintage. Il fallait l'arrêter parfois. Donc voilà, on a dû parfois la brider. Voilà. Et il y avait 3 choses qu'on s'est imposées vraiment, c'est un univers de voitures, parce que Boris Vian adorait les voitures, un univers de guerre, parce que ça se passe pendant vraiment la guerre de Corée, et puis le jazz. Et donc on a beaucoup de choses qui sont dans ces 3 univers-là, et on avait donc en fait toute une série d'éléments à insérer en permanence, quoi. Voilà. Alors je vous propose d'écouter des extraits des 4 premiers chapitres. Attention de ne pas vous prendre les pieds dans les fils des micros. Et juste présenter... Voilà, donc les lectures donc, vont vous être présentées par des étudiants qui sont au 2e niveau de l'atelier de lecture à voix haute de la Sorbonne. Il y a différents niveaux, ils ont déjà plusieurs années derrière eux et ils sont donc en charge de vous faire la lecture ce soir. Je vous demande de les applaudir. Et le premier, c'est Pierre-Yves qui va venir. Je précise aussi, excusez-moi Pierre-Yves, que les notes de Marcel vont être lues pendant la lecture. C'est-à-dire qu'on lira aussi les notes, le lecteur vous fera entendre des notes de bas de page. Hélène Brewster. Hélène Brewster. Hélène Brewster. Incipit doublement remarquable. C'est un monovocalisme en E et c'est un alexandrin trimètre.
L'alexandrin trimètre se laisse découper rythmiquement en 3 mesures. Il est appelé romantique, car c'est avec les romantiques et avec Victor Hugo en particulier qu'il se répand. Exemple, chez Hugo, j'ai disloqué ce grenier d'alexandrin, les contemplations. Le nom Brewster est par ailleurs très fréquent au Royaume-Uni et aux USA. Je m'éveillais en sursaut. Le train repartait avec un choc violent. L'arrêt s'était produit en douceur, sans doute, et n'avait pas troublé mon sommeil, tandis que les dernières lumières de la gare s'évanouissaient dans la brume triste de l'automne. Je mâchonnais vaguement à vide. J'avais un goût pâteux dans la bouche, et la sensation me rappela mon réveil sur la table d'opération 2 mois plus tôt, en Corée. En fait, je n'avais guère besoin de cette sensation pour me rappeler cette opération. Je regardais ma main gauche. Un bel objet recouvert de cuir jaune. À l'intérieur, des ressorts et des leviers d'acier me permettaient de presque tout faire. Presque tout. Quel effet ça produirait-il sur l'épaule d'une fille? Ça, le chirurgien s'en était pas préoccupé. « Vous avez une main puissante », m'avait-il dit. Une main puissante, c'est une expression employée d'ordinaire pour parler de la main de Dieu. Voire, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Exode 13:3. Attention à ne pas trop serrer celle de vos amis, de ses amis gauchers, sans doute puisque Vian, distrait, a oublié qu'il s'agit de sa main gauche. Vous pourriez leur faire mal. Vous avez déjà vu des cartouches de canon anti-char? Il y a une douille de métal. Je la déchire comme un tube de papier à cigarette avec ma main gauche. Vraiment, une très bonne main. Bien faite, très solide. Je la regardais avec sympathie. Je commençais à m'y faire. Elle me paraissait presque humaine, à condition de ne pas la poser sur l'épaule d'une fille. Une fille. Quelle fille? Quelle était la fille dont le nom me trottait dans le crâne au rythme des chocs des roues du train sur le rail? Une fille dont le nom chantait dans mon crâne comme celui d'une héroïne de chansons populaires, Hélène. Hélène Brewster. Par Dieu, pourquoi donc pensais-je à cette fille? Lentement, le convoi s'immobilisa. La station était vaguement hostile, froidement éclairée de mercure. Les lampes à mercure, HQL, sont principalement utilisées comme source lumineuse pour l'éclairage des rues et des usines en raison de leur coût. Un brouhaha s'éleva à la descente, je tendis mon billet. Un crieur de journaux clamait des titres à sensation. Ma cervelle se mit à bourdonner. Excusez-moi. L'homme me regarda, étonné, et, voyant mon uniforme et la décoration, eut un geste de compréhension. Fatigué du voyage? Je ne répondis pas. J'étais glacé d'horreur et de peine. Le crieur répétait inlassablement: Hélène Brewster, épouse divorcée d'un riche banquier de Black River assassiné, et édition spéciale, Hélène Brewster, épouse divorcée d'un riche banquier de Black River assassiné. Ma mémoire
Ouais. Ma mémoire? Ou le crieur de Stone Bank où j'étais arrivé endormi? Je repliai le journal et le mis dans ma poche. Trop tard. Tout était gâché. Le retour en taxi jusqu'à la maison, l'arrivée devant la haute grille de fer noir, l'odeur familière des feuilles mouillées dans les allées fraîches et grises de brume, et le bruit de mes souliers sur le gravier devant le perron. Tout disparaissait, reculait et perdait sa saveur et sa consistance devant l'amère déception provoquée par ce titre du courrier. Il y avait longtemps que je n'aimais plus Hélène, mais je venais à peine de quitter cette terre de Corée où le massacre quotidien était la règle de notre vie, notre cauchemar éveillé. Et je retombais déjà au milieu du sang, des meurtres et de tout l'appareil sauvage et grotesque de la mort. Jamais ma valise ne m'avait paru si lourde. Un monde de réflexions noires et découragées se mêlait dans mon esprit. Machinalement, sans en prendre conscience, je tournais le commutateur du Porsche et je passais devant les caisses de capucines dont il ne restait que les feuilles rondes, démesurées, et les tiges filandreuses et jaunes. J'ouvris la porte et j'entrai. Il y avait de la lumière dans la salle à manger. À bout de souffle et d'impression, je laissai tomber ma valise. C'est à peine si je répondis par un « Salut, Veil », découragé à la joyeuse stupéfaction de Veil, le maître d'hôtel. Le nom du maître d'hôtel, Veil, est identique au mot latin « V-A-L-E », prononcé « valet », homophone donc de « valet ». Valet est chez les Romains une formule de salutation, signifiant « porte-toi bien ». Je passais dans la salle à manger. Un feu étincelant brûlait dans la cheminée. Ses reflets arrachaient des lueurs rouges aux meubles de style colonial que je me représentais si souvent comme un rêve lorsque je buvais, assis sur un coin de caisse, le café hâtif du cuistot de la compagnie. Incapable, malgré sa puissance, de faire passer les sempiternelles rations que je connaissais trop bien pour les avoir pratiquées 3 ans déjà lors de la guerre de 42. J'étais seule dans la pièce, mais déjà Veil devait avoir colporté dans la maison la nouvelle de mon retour, car j'entendais un bruit de pas pressés descendre les marches. Machinalement, je me retournai. Ma belle-sœur, Sally, entra. Allusion probable à Sally Mara, nom d'une écrivaine dont le journal intime a paru en 1950 aux éditions du Scorpion. Elle s'approcha de moi, elle vint tout contre moi, et elle m'embrassa. Elle était encore en noir. Elle n'avait guère quitté le deuil depuis que mon frère Marc s'était fait descendre au-dessus de Nagasaki par une batterie antiaérienne japonaise à la fin de juillet 1945. Alors, inexplicablement, dans son manuscrit, Boris Vian donne 1946 pour année de la mort de Marc à Nagasaki. Nous avons rectifié en 1945. Sally était âgée de 22 ans à cette époque. Maintenant, elle en avait 27 et elle était encore plus belle, avec son teint de lait sous ses courtes bouclettes de cuivre et ses admirables yeux noirs, si allongés qu'ils paraissaient petits. « Sally, dis-je. Sally, je suis content que tu sois la première. Franck, oublie tout ça. » Elle me regardait. Elle notait mes rides, mes cheveux,
ma tension nerveuse. « C'est fini, Franck, t'es revenu. Et tu partiras plus, colonel. » Elle essayait de plaisanter. Elle avait des mains fraîches comme une cigarette au menthol. Moi, j'osais à peine l'embrasser. Je repensais à cette idée grotesque dans le train. Quel effet ça produira-t-il sur l'épaule d'une fille? Je jurais entre mes dents et je me détournais vers le feu, dissimulant ma main gauche. « Franck ?» Elle ne voulait pas. Il fallait que je sois gaie. « Tu vas te faire battre, Franck? Tâche d'être poli? T'aimes plus ta vieille sœur Sally ?»« Si, » dis-je d'un ton neutre. « Mais alors, un peu d'affection fraternelle ?» Je tendis le bras gauche. « C'est avec ça que tu veux que je t'embrasse ?» Elle regarda ma main d'acier et de cuir et elle pâlit, imperceptiblement. Elle ne dit rien. Elle prit ma main artificielle dans les siennes et la porta à ses lèvres. Je m'y attendais pas, et je la retirai une fraction de seconde trop tard. Et puis je l'enlaçai du bras droit, et je posai un baiser près de ses yeux. J'avais le cœur plein de chaleur. J'étais dans ma famille. Ça voulait dire quelque chose. « Merci, Sally », murmurai-je. Je sentis la pression de ses doigts sur mon bras. Elle me rendit mon baiser. Et puis, vive comme une biche, elle alla au bar roulant d'acajou qui se trouvait entre les deux fenêtres. « Un highball, Franck ?»« Fais-en deux. Je bois pas tout seul. » « Qu'est-ce que tu croyais donc ?» Elle versa le whisky dans des grands verres, ajouta des cubes de glace et compléta le mien avec du ginger ale. Elle se souvenait de ça. « Merci, Sally. »« À tes amours, Franck. » Je bus et reposai le verre si maladroitement qu'il se brisa. Elle dut voir que quelque chose n'allait décidément pas. Franck et Sally sortent de la maison. Ils marchent dans le parc sur les gravillons. Nous approchions du porche lorsqu'un poids plus élevé que le nôtre fit à son tour craquer les cailloux blancs. Un double pinceau de lumière nous enveloppa. La voiture grimpait en trombe. Le faisceau nous quitta, nous reprit le tournant passé, et elle s'assit sur ses pneus à quelques centimètres de nous. Pas se méprendre sur ce coup de frein-là. La portière claqua, j'étais dans les bras de ma mère, le souffle coupé par la passion avec laquelle elle m'embrassait. Puis, se maîtrisant, elle recula et me regarda. J'étais en pleine lumière et je distinguais à peine sa silhouette, à contre-jour devant les phares. Elle portait un manteau ample de vison clair, pas de chapeau. Ses cheveux d'un noir d'encre s'argentaient de l'éclat des phares. Elle était identique, souple, fine, dure, passionnée. Elle rit, de son beau rire de métal clair. « Toujours l'air aussi empoté, Francky !» Il y avait tout dans sa voix, cette condescendance affectueuse, un peu méprisante, qui me faisait fondre du désir de devenir quelqu'un. Cette vibration cachée qui correspondait à ses sentiments réels, cette chaleur et cette sensualité qu'elle portait sur son visage et dans les moindres plis de sa robe. À 50 ans,
Ma mère paraissait moins âgée que moi. « Venise !» dit Sally. « Il ne faut pas le taquiner aujourd'hui. Vous aurez le temps demain. Viens, Frankie Boy. » Le surnom qu'elle et Marc m'avaient donné quand je m'efforçais d'imiter Frank Sinatra, en avril 1945, à la dernière permission de Marc. Je pris la main de Sally et j'enlaçai ma mère de mon bras gauche. « Venise, un colonel de l'armée américaine ne se laissera pas traiter comme ça, même par sa mère. Tâchez de vous tenir et n'oubliez pas le monsieur quand vous m'adresserez la parole. » Elle rit de nouveau. Un rire aussi pur que celui des notes cristallines du carillon sur lequel Veil tapait à coups légers pour nous préparer à dîner. Derrière nous, les phares de la Cadillac. Alors, on connaît l'intérêt et le goût de Boris Vian pour les automobiles. Il en a eu un grand nombre, de marques diverses, entre autres une Austin Haley et une Morgan Plus 4, mais la plus célèbre est sa Brazier Torpedo 1911. Si Vian écrit « J'irai cracher sur vos tombes », c'est d'ailleurs, dit-il, parce qu'il a besoin d'argent et voudrait acheter une voiture. Les phares de la Cadillac trouaient l'ombre et faisaient jaillir du rosier la blancheur des dernières reines de l'automne. Et je repensais à Helen Brewster tandis que nous gravissions les marches du Porsche pour aller boire un dernier highball avant mon premier repas de retour. Sally et Frank se rendent chez Narcissus Rose afin qu'il mène l'enquête sur le meurtre d'Helen Brewster. Narcissus se trouve dans son bureau avec son assistante Carmen. Narcissus Rose en valait la peine. Âgé de 33 ans, il en paraissait 20. De taille moyenne, parfaitement proportionné, il aurait pu passer pour insignifiant, malgré ses cheveux blonds, son teint clair et ses traits réguliers, sans ses yeux noirs. De véritables yeux de putain, avec des cils immenses et fournis et d'indécentes paupières bistrées. Il était toujours vêtu avec raffinement et prenait plaisir à se faire passer pour un averti. Quiconque connaissait ses rapports avec Carmen ne pouvait qu'en rire. Mais Narcissus persistait fréquemment à entretenir l'équivoque et il se payait des pintes de bon sang toutes les fois qu'une victime enflammée mordait à l'appât. De très bonne famille, Narcissus aurait pu ne rien faire. Mais il avait choisi de travailler. Et sa petite affaire, en partie grâce aux excellentes relations du directeur, ne fonctionnait pas mal. Il ajoutait à son métier de détective une spécialité de divorce. Les hommes le payaient fort pour compromettre leurs femmes et les femmes pour compromettre leurs maris. Narcissus ne se livrait pas souvent à ce périlleux exercice, mais quand la balance commerciale du cabinet flanchait un peu, il n'était pas rare de trouver le nom de Monsieur Rose mêlé à un petit scandale mondain. Son apparente amoralité ne l'empêchait pas d'être une totale fidélité à la belle Carmen. « Je ne vous croyais pas du tout comme ça, » dit Sally. « Ah !» dit Narcissus Rose en souriant et prenant des poses les plus équivoques. « Tiens, et comment me voyez-vous ? » ?»« Avec votre nom, » dit Sally, « je pensais que vous aviez l'air d'un pédéraste. Et vous ne ressemblez absolument pas à ça. » Carmen s'esclaffa. Narcissus parut surpris, puis il rit franchement. « Sally, vous êtes un chameau, mais vous m'avez eu. » Il se tourna vers moi.
Et que désire le colonel Bolton? Je fis mine de lui cogner dessus et il recula prudemment. Je suis civil, Narcissus. Souviens-toi de ça. Alors j'attends, civil. Feu? Tu as entendu parler d'Hélène Brewster? Il devint sérieux. Oui, la pauvre fille. Quoi? C'était dur à expliquer et je cherchais mes mots. Sally me devança. Narcissus, Hélène a été une bonne amie de Frankie. En fait, sa première amie. Et il a de la peine de cette histoire et il voudrait tâcher de l'éclaircir si c'est possible. Je vois. Il se tourna vers Carmen. Emmenez Sally boire un verre. Voulez-vous, ma charmante, et laissez-nous un moment. Comme Sally protestait, il lui ferma la bouche d'un geste mystérieux de sa main fine. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle reste avec nous? Assieds-toi, Franck, dit Narcissus. Il passa derrière son bureau et ouvrit un tiroir. C'est bizarre, me dit-il. Cette affaire m'a intrigué depuis hier. Et ce matin, à 9h, j'ai reçu un coup de fil du père d'Hélène Brewster. Tu sais qu'elle était divorcée. J'ai lu le journal, et je te fais grâce des détails. Bref, dit Narcissus, il m'a demandé de voir ça de près. On n'a aucun indice, mais les journaux n'ont pas tout dit. Il tenait une lourde enveloppe, jaune, et il l'ouvrit. Je m'approchai et m'assis sur le bureau. « Regarde ça, dit-il. » Je regardai, et je jurai grossièrement. Et mes cheveux se levèrent sur mon cou. J'avais envie de vomir. Et je repensais aux Chinois et aux lance-flammes. C'était la photo d'une femme. Pouvait-on dire une femme d'un corps nu, affreusement torturé? La bouche, les seins et le bas-ventre n'étaient plus qu'un magma noir et paraissaient carbonisés. Je reposai la photo. Si je tenais le type, dis-je. On l'a grillé au soufre, dit Narcissus. Quoi? Elle a été descendue d'un coup de 38 et déshabillée, et puis l'assassin lui a saupoudré la bouche, les seins et le ventre de soufre, et il y a mis le feu. Ça chauffe plus que ça en a l'air, et ça colle quand ça brûle. Il ouvrit un second tiroir, celui du bas, et je constatai que cette fois, c'était une confortable petite cave. Il versa 2 whisky. « Bois ça, Francky. T'es tout blanc autour de la bouche. » Parfait. Et maintenant, voilà autre chose. Derechef, ses doigts agiles sondèrent le paquet de photos. Il me tendit l'épreuve en 18-24. Je sursautai. Et puis, je regardais mieux. Pendant ce temps-là, Narcissus remplissait mon verre pour la 3e fois. Narcissus, ce n'est pas la même. Qu'est-ce que ça signifie? Retourne-la. Je la retournai et lus Béatrice Driscoll, 7 juillet 1950, South Forest. Ce coup-là, je me sentis devenir verdâtre et je cherchais un fauteuil. Il y en avait un juste derrière moi. J'empoignai le verre, le vidai d'un trait et me laissai choir. L'alcool me brûla, les conduits me fit tousser, mais il mordit l'estomac et me rappela opportunément le jeune Spartiate au renard. C'est une allusion à une anecdote bien connue rapportée par Plutarque sur un jeune Spartiate qui, ayant pris un renardeau qu'il avait caché sous sa robe, se laissa déchirer le ventre par cet animal à coups d'ongles et de dents sans jeter un seul cri et aima mieux mourir que d'être découvert. Vie de Lycurgue, 28.1.
Ah non, Francky, dit Narcissus, tu ne vas tout de même pas tourner de l'œil. Tu as dû en voir d'autres au-dessus du 38e. Il s'agit du 38e parallèle qui fait aujourd'hui la séparation entre les deux Corées. Ou alors, qu'est-ce qu'on vous fait faire là-bas? Vous jouez aux billes? Narcissus, dis-je, tu te fous de moi ou de c'est sérieux? Parce que Béatrice Driscoll, je l'ai connue aussi, après Hélène, longtemps après. Et ça a été la seconde femme de ma vie. Tu piges? Voilà, donc après des extraits des quatre premiers chapitres, nous allons faire une nouvelle petite pause, et pour que vous expliquiez, qu'on reparle de la suite avec un peu plus de précision. Et là, voilà. Eduardo, oui. Voilà. Alors, donc vous nous avez, alors, je suis en train de t'emmêler les pieds là, ouais. Voilà, oui. Donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous avez procédé de la manière suivante. Il y en a un qui a tout de même fait un plan pour la suite. Et ensuite, je ne sais pas si c'est le même, qui a distribué à chacun, toi tu écriras ce chapitre, toi celui-ci, etc. Vous avez tiré au sort, vous avez joué au dé, ou comment vous avez fait pour... On se les a répartis sur la base que 12 chapitres, 5 personnes, donc ça tombe pas très bien. Il y en a qui ont fait 2, d'autres qui ont fait 3. Et chacun a rédigé son chapitre sur la base de ce qui était contenu dans le chapitre en termes d'informations, de déroulé. On a collé les chapitres les uns aux autres pour aller finalement du chapitre 1, 4, puis 5 à 16. Et on s'est rendu compte que ça collait pas. Voilà, comme je l'ai dit, une fois qu'on a fait notre Frankenstein de chapitres, il a fallu ensuite retravailler pour unifier le style, pour avoir une vraie histoire, parce qu'on n'avait pas une vraie histoire en fait, et pour qu'un lecteur s'amuse à lire le livre qui, très objectivement, à ce stade, n'était pas l'idéal. Le but était quand même, tout de même, qu'on ne se rende pas compte... Non. Hein, c'est ça. Il fallait que ça soit une continuité par rapport à ce qu'on avait. C'est pas un jeu officiel où chacun se dit en lisant, tiens, chapitre c'est Marcel, l'autre c'est Eduardo. Non, d'accord, il fallait unifier. Donc qui s'est chargé du travail d'unification? Vous vouliez rajouter un tout petit détail, oui. Au début, quand on s'est réparti, quand ils se sont répartis les chapitres, puisque moi je m'étais exclu de la lecture, je trouvais que 5 rédacteurs, ça faisait déjà beaucoup. On pensait y introduire des contraintes oulipiennes. Vous l'avez fait parfois? Nous l'avons fait parfois. Mais par exemple, Jacques Jouet avait fait le pari d'écrire, d'abord, il devait écrire tous ses chapitres en 100 tons, et puis en fait il n'en a écrit qu'un, dans lequel il a utilisé uniquement des morceaux prélevés chez Boris Vian, en se donnant comme contrainte supplémentaire de ne pas prendre 2 phrases qui se suivent dans le même livre. Je ne sais pas si vous voyez, et il a utilisé pour ça la totalité de l'œuvre de Vian, pas seulement ses romans, il a utilisé la totalité de l'œuvre de Vian. Et ça a donné un chapitre. Vous pouvez imaginer ce que ça pouvait être. Non, le résultat il était magnifique, mais on ne pouvait pas le mettre dans ce livre-là. Voilà. C'était ça le problème. Ah. Et je crois qu'il est en note derrière, non? Voilà, il est en partie. Un autre, Olivier Salon, avait pensé faire quelque chose avec un beau présent. Un beau présent, c'est un texte où on s'oblige à n'utiliser que les lettres du nom d'une certaine personne à laquelle on veut rendre hommage. Il a donc fait un beau présent qui n'était pas facile à caser dans un roman, un beau présent en français, dit pas facile à caser dans un roman noir américain des années 50. Il fallait trouver le moyen de le caser. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui
n'ont pas... Toi, tu avais aussi des contraintes. Moi surtout, j'ai fait un 100 ans avec mes propres livres. Pour moi, c'était intéressant de voir si on pouvait glisser une autre chose qui n'appartenait pas à l'univers. Un 100 ans de tous mes livres, en fait, en traduction française. Il faut peut-être expliquer. En 100 ans, c'est quand on extrait des différentes phrases et on les met comme un collage, Voilà. une après l'autre, mais ça doit raconter une chose. Moi, j'ai réussi à écrire une première version du chapitre avec en 100 ans mes textes traduits par Jean-Marie Sanlou. C'est même pas mes textes. Ce qui était très inquiétant, c'est qui l'auteur de ça. Mais oui. Et aussi, j'avais fait un autre texte j'avais fait un texte avec des cases vides et j'avais demandé aux Oulipiens qui n'avaient pas voulu ou ne pouvaient pas se joindre à nous de compléter. C'est-à-dire, j'avais laissé des comparaisons ouvertes. Il était triste comme, et j'avais demandé à 2 ou 3 Oulipiens de remplir des adjectifs, des petites descriptions des choses. Et comme ça, il y a des choses qui se sont glissées, il y a des choses qui n'ont pas été retenues à la fin, mais il y a des choses qui sont restées dans la version finale, qui ont été écrites par Frédéric Fortet, Étienne Lecroix, Valérie Baudouin. Oui, Valérie, Paul Fournel, etc. Oui. Qui s'est chargé on va dire, je ne sais pas si le mot est exact, du polissage ou de la relecture C'était collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un document qui faisait sans doute une centaine de milliers de signes, et puis en repassant par-dessus, en ayant un absolu irrespect de ce qui avait été écrit, voilà, faut bien le dire, on a tout cassé. Et on est repassé dessus de manière à ce que narrativement ça tienne la route et qu'il se raconte une histoire. Et aussi qu'on soit dans la continuité stylistique de ce que vous avez entendu là, en essayant de le rendre... Là, il a écrit très vite, hein, vous voyez, même dans l'écriture, il y a des choses qui nous font vraiment rire, comme elle avait les mains froides comme une cigarette au menthol. Voilà. Donc, ce genre de choses, on en avait envie. Il y a pas mal de phrases superbes comme ça, complètement délirantes. Oui. Il y en a pas mal. Images, oui. Donc ça, on a cette stylistique-là, on a envie de la continuer. On a envie de continuer vraiment dans cette direction-là, ce qu'on a fait. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, on a poursuivi avec nos 4 dimensions, le jazz, la guerre, les voitures, et puis aussi toutes les scènes de bagarre et de sexe qu'on a empruntées pas mal à Vian. D'ailleurs, les scènes de bagarre, à un moment donné, on se croit presque dans une série actuelle. Les scènes de bagarre, on a travaillé à partir de scènes de bagarre de Vian. Oui. On les a souvent reprises dans des scènes de bagarre de Vian, et on a, pas forcément d'ailleurs dans les Vernon Sullivan, il y en a un peu ailleurs, et on a conservé ce style-là. Voilà. Oui, on se croit dans une série. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Peut-être, Eduardo, je voulais terminer sur une question, mais vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire qu'au fur et à mesure qu'on retravaillait, on était plus conscient des choses aussi. Oui. On s'est fixé la règle de vraiment éviter tout ce qui était l'introspection. C'est vrai que, en tout cas moi, personnellement, j'ai une tendance à des passages introspectifs. Ah, c'est vrai, il est très introspectif. Voilà. Et c'est vrai que et là, on est dans la pure action. C'est un type d'écriture qui n'est pas introspective. En plus, c'est un personnage qui arrive toujours tard. Il arrive toujours tard, ces personnages. Il arrive et tout est déjà arrivé. Alors, je pense que le plus on retravaillait, le plus on était conscient des points faibles, des points forts et de où on devait miser, où on devait mettre l'accent. Alors, une dernière question avant qu'on poursuive la lecture. Moi, je l'ai lu dans l'ordre, c'est-à-dire que je ne savais pas, au moment où je lisais, que la fin était donnée par Boris Vian. Moi, je crois que c'était Hervé qui avait décidé de la fin. et donc, alors qu'on ne va pas dévoiler, bien sûr, mais comment vous pourriez parler de cette fin sans en parler? Impossible. Ils sont oulipiens quand même, ils peuvent un peu... je leur donne une contrainte, là. Non, c'est une fin qui est un peu Hitchcockienne. Tout à fait, oui. Voilà. C'est une fin Hitchcockienne. C'est aujourd'hui une fin freudienne. Freudienne, Hitchcockienne. Ah oui, voilà. Hitchcockienne et freudienne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va trouver ultérieurement chez Hitchcock. Et donc je comprends que d'une certaine manière, Boris Vian, lorsqu'il dit si je rate ce roman, je me suicide à la banane frite et au rat loukoum, c'est parce qu'il a trouvé une idée qui effectivement est neuve. Au moment où il le traite, personne n'a vraiment jamais fait ça. Et donc il va dans cette direction-là à mort. Mais malheureusement... Mais même aujourd'hui, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Il n'y en a pas beaucoup
qui exploite ce filon-là. Absolument. Non, c'est pas Qui courant. a lu le livre dans la salle? Pas tellement. Hein. Oui, bah, c'est bien qu'on ne le dise pas. Alors, Bien, oui, oui. c'est bien. Et ne le dites pas aux autres. Hein, Qui madame. l'a acheté? C'est une question différente. Ah oui. Petite parenthèse, nous n'avons pas de librairie puisque nous n'avons pas le droit au sein de la Sorbonne de faire de vente. C'est pour ça c'est que. un lieu- c'est Enfin, un il y a lieu- plein de librairies dans le C'est un lieu quartier. hors commerce ici. Voilà. C'est très bien. Donc oui. voilà. Oui, voilà. Non, mais Il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais peut-être qu'on en parlera après. Je ne sais pas si on a juste le temps. C'est la logique qui fait qu'on a confié à l'Oulipo le texte de Vian. C'est vrai. On l'a pas dit, et je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. C'est que- Rapidement, bien sûr, oui. Très rapidement. Parce que c'est vrai que quand on regarde bien, Vian meurt en 59 et l'Oulipo naît en 60. Donc pourquoi confier à l'Oulipo, après tout, un texte de Vian? Mais c'est que absolument tous les amis de Boris Vian sont membres du collège, et de l'Oulipo sont membres du collège de pataphysique, et qu'il ne fait aucun doute pour nous que Boris Vian, s'il avait survécu à sa crise cardiaque à la vue de J'irai cracher sur vos tombes, aurait fait partie des fondateurs de l'Oulipo. Ses amis, que ce soit Duchâteau, Queneau bien sûr, Brafort, Jacques Bins, François Caradec, Noël Arnaud, tous ceux qui d'une certaine manière d'ailleurs ont permis de revaloriser l'œuvre de Vian écrivain. Pas de Vian musicien pour lequel il avait absolument besoin de personne, mais en termes de le Vian écrivain a été oublié. Faut se souvenir que Vian a arrêté d'écrire en 53 parce que rien ne marchait. Ses livres ne marchaient pas et donc il a arrêté d'écrire et pendant 6 ans il n'a plus produit de livres, alors que tous les livres que nous connaissons aujourd'hui de l'Automne des Pékins en passant par l'Herbe rouge, etc., tout ça ce sont des livres écrits avant 53. Après, il n'écrit plus. Et c'est qui n'avait eu aucun succès. Il n'avait eu aucun succès. Et ceux qui l'ont soutenu, c'est avant tout Queneau, qui a tout fait pour qu'il rentre chez Gallimard. Et si vous regardez d'ailleurs dans les livres de Vian, vous voyez un personnage qui s'appelle Jean Paulhan, qui est... Jean Paulhan, c'est un membre du comité de lecture de Gallimard. Et s'il est caricaturé dans les livres de Vian, c'est que c'est celui, et l'un de ceux qui s'oppose le plus à la rentrée de Vian chez Gallimard. Et donc, il ne connaît pas le succès, à part avec Vernon Sullivan. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'une certaine manière, il y a une légitimité historique à l'avoir confié à l'Oulipo, même si évidemment, tous ceux qui aujourd'hui sont membres de l'Oulipo, il n'y a plus aucun fondateur, que ça soit clair. Personne n'a 100 et quelques années à l'Oulipo. Voilà. C'est bien dommage, je suis d'accord, mais c'est le cas. Le dernier qui avait été très proche est mort il y a 2 ans, c'était Paul Brafort. Le pianoctel, de Vian... C'est Brafort aussi. Eduardo, dernier mot? Non, je voulais dire seulement que quand ils ont fait la lecture, ils ont bien marqué, ils ont bien montré qu'il y a des notes à la fin, faites par Marcel, mais en même temps, il y a aussi des petites notes en bas des pages, comme si le texte c'était une traduction. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un peu le jeu de Vernon. Alors c'est vrai parce qu'on a fait on avait fait quelques jeux de mots. Et on s'est dit, oui, mais le narrateur, l'auteur, normalement, c'est américain. Comment ça serait ce jeu de mots en anglais? Et on a demandé, par exemple, à Daniel Levin-Becker, qui est un membre de l'Oulipo anglophone, américain, de faire l'équivalent, de faire l'original qui n'était pas l'original, mais de faire l'original du jeu de mots que nous, on avait fait passer en tant que traduction en français. Moi, je crois que vous donnez vraiment envie de le lire. Et maintenant, nous allons vous présenter quelques extraits de la suite de ce travail, justement. Avant que vous ne reveniez juste quelques instants à la fin pour nous parler de votre prochain projet. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, parce que c'est un projet quand même extraordinaire et que tout le monde ici attend avec beaucoup d'impatience. Mais en attendant, nous allons écouter donc le travail, la suite du roman écrit par les écrivains de l'Oulipo. Si les harengs morts ont un regard, ce fut exactement celui de Narcissus. Il resta figé, silencieux, puis il lâcha un mot qui n'appartient pas au vocabulaire répertorié des harengs, même mort. Merde! Le tueur reprit son masque à queue de poisson,
et sembla fixer un point relativement loin à l'horizon. Disons Tokyo, pour simplifier. Il répéta « Merde ! Bon, c'est effectivement étonnant. » Ouais, tu peux le dire. Béatrice Driscoll. Je l'avais connue des années après Hélène. J'avais 19, 20 ans et je commençais à envisager une carrière militaire. Le football avait fini par me donner des épaules. Tout le monde rêvait de flirter avec Baby. C'était la meneuse des cheerleaders, des jeunes filles ou jeunes gens formant la claque parfois acrobatique d'une équipe sportive. C'était la meneuse des cheerleaders du collège, mais généreusement, elle avait condescendu à sortir avec un demi d'ouverture. Baby. Elle m'avait entraînée dans les vestiaires déserts. J'étais plus qu'intimidée, mais elle avait su quoi faire et avec quel doigté. C'était la plus souple des gymnastes de Black River. Elle est morte comment? Elle aussi, une balle de 38? Non, un coup violent à la tempe. On n'a pas retrouvé l'arme. Brûlure identique. Pas beau à voir, n'est-ce pas? Mes yeux tombèrent sur le courrier du jour. Les Dodgers devaient jouer bientôt contre les Yankees et tout le monde attendait de voir ce qu'allait bien pouvoir faire Jackie Robinson contre les New-Yorkais. Jack Roosevelt Robinson, dit Jackie Robinson, 1919-1972, joueur de baseball américain ayant évolué dans la Ligue majeure de 1947 à 1956. C'était tout de même la première fois qu'un Noir jouait à ce niveau. Tous les billets avaient déjà été vendus pour cette rencontre amicale au stade de Bâton Rouge. Qui dit que les matchs de baseball en hiver, ça n'a aucun sens? Au baseball, on n'est pas obligé de sentir le gazon, de se prendre le soleil sur les épaules et de boire des bières fraîches en gueulant le nom des joueurs. Je dis ça comme ça. Narcissus saisit une nouvelle enveloppe jaune en papier craft et revint s'asseoir devant moi. Toujours en ondulant. Quelle grâce! Il étala sur son bureau de nouveaux clichés. Franchement, j'en avais vu des trucs, mais c'était atroce. Une fille défigurée, allongée nue, des cheveux mouillés collés sur la peau loin du visage. Les photos étaient toutes prises sur un bord de piscine, ça se voyait au carrelage décoré. C'était d'affreuses photos de légistes, pas artistiques pour un rond. Les carreaux auraient chaque fois vraiment pu être mieux cadrés. La fille avait des ecchymoses sur tout le corps et sa bouche tordue portait d'horribles marques de brûlure. Son bas-ventre aussi avait été brûlé. J'ai détourné les yeux en frissonnant. Sur un autre cliché, moins cruel, on apercevait un bout de la chaussure du flic qui avait pris la photo. Une Valentine bicolore, à mon humble avis, plus du tout à la mode depuis l'avant-guerre, mais bon, les gens s'habillent comme ils veulent, n'est-ce pas? Feu Uma Bronstein, enfin, si j'ose dire. On l'a retrouvée chez elle ce matin, flottant la tête dans l'eau de sa piscine, dans le quartier sud, près de Holloway Drive. Le crime date d'hier soir. Elle a été torturée, puis noyée, dans cet ordre. Tu te doutes bien que par ce temps, elle prenait pas un bain de soleil. Et les brûlures, ce sont des marques de fer à bestiaux. Narcissus se cala dans son fauteuil, l'air satisfait. Je bosse sur cette affaire pour le père d'Hélène Brewster. Il paye très bien, donc il faut que j'avance vite. Laisse-moi aider à l'enquête. J'y tiens. Je les connaissais, ces filles, et le français aussi. Et on avancera mieux à deux. Si tu veux. Mais n'espère pas un salaire. J'ai trop de frais. Ajouta-t-il en désignant son invraisemblable collection de chapeaux.
Il réussit à m'arracher un sourire. Très bien, partenaire. Alors, on a une autre piste? J'ai d'abord pensé que c'était la faute au scopt, la faute au scotch. Et pourtant, ça n'a jamais fait de mal. Scopt, la faute au scopt. C'est une secte chrétienne, très présente en Russie au début du siècle. Des dingues qui se tranchent les organes sexuels pour se rapprocher de Dieu. J'ai fait ce que tout type normal fait quand on lui parle d'un truc pareil. J'ai été parcouru d'un frisson et je n'ai pu réprimer une grimace de dégoût. Faut dire qu'avec la religion, il y a toujours un truc qui cloche. Narcissus a poursuivi en feuilletant d'une main une Bible de Saint James, dont je ne me doutais pas qu'il pût posséder un exemplaire, fût-ce coincé entre 2 bouteilles de Bourbon. Accroche-toi, Franck, je te lis un verset de Matthieu 19-12 précisément. « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » Et pour comprendre, justement, il faut se souvenir qu'un peu avant, dans Matthieu 18:8, il est écrit, et pardonne-moi de te lire un truc pareil, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de faute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » J'avais des lacunes. Narcissus a dû le sentir et il a répété. La géhenne, enfin l'enfer, quoi. Bref, pour les Scoptes, le mal vient de la beauté, de la sexualité, qui empêche de communiquer avec Dieu. Ils ont conclu que pour être sans péché et aller direct au paradis, le mieux est finalement de se castrer et même de se couper le pénis, mon cher. Les femmes se mutilent les seins. Refrisson, regrimace. Un mouvement instinctif du poing. Devant tant de folie, une colère sèche montait en moi. Ma main mécanique, sans rien me demander, broya le verre entre ses doigts de métal. Ah, pardon, Narcissus. Laisse tomber. Tu ne mesures pas ta force. Pousse-toi. Le tueur, de ses doigts fins et agiles, rangea la Bible à sa place logique sous la casquette de Babe Ruth avant de ramasser avec méticulosité les morceaux de verre. Et comment peux-tu savoir des choses pareilles? Tu connais des Scoptes? Mais dans ma famille, on est eunuque de père en fils, mon pote. Narcissus explique qu'il a contacté la police et en particulier l'inspectrice Janet Boone. Narcissus but une gorgée. Il avait un don pour ménager ses effets. Et je savais qu'il n'ajouterait rien de plus tant que je n'aurais pas demandé. Une inspectrice? Eh oui, mon vieux! Une femme! Faut vivre avec son temps. Tu l'as déjà contactée? Je suis passé ce matin la voir à la première heure à son bureau au commissariat du 3e. J'ai joué de mon charme et évidemment, il nous a servi un nouveau verre. Le 4e ou le 5e, vous n'avez qu'à recompter. J'aimais bien qu'on recommence à plaisanter tous les deux. Ça m'aidait à oublier cette coïncidence troublante des 2 meurtres avec Helen Brewster et Béatrice Driscoll. Oh, il a fini son scotch d'un trait. Évidemment, je n'ai rien eu du tout. Cette Janet Boone est une pro. J'aurais dansé le West Coast Swing. Le West Coast Swing est une danse à 2 de style swing, caractérisée par des mouvements très fluides et élastiques des partenaires.
J'aurais dansé le West Coast Swing sur son bureau qu'elle n'aurait absolument rien lâché. À mon avis, à ces moments perdus, elle est carmélite. Ah mais tout de même, cette histoire de modus operandi du tueur... je te le répète, elle ne m'a rien dit. Et alors, ces documents, tu les as obtenus comment? C'était rhétorique, comme on dit, vu que je savais d'avance la réponse. Narcissus avait ses entrées partout. Il faisait chaque fois jouer son portefeuille et les portes s'entrebâillaient, une fois qu'il y avait mis le pied. Le légiste, mon vieux Franck, toujours le légiste. Un coup sur 4, d'accord, c'est un pervers et là, c'est foutu d'avance vu qu'il aime son boulot. Mais le reste du temps, c'est juste un pauvre type qui sent un cocktail de désinfectant et de poulet crevé, qui ne sait pas laver les cheveux depuis Pearl Harbor, qui va savoir pourquoi, a tendance à se mépriser. Offre-lui au fond de sa morgue un peu d'amour et de respect. Il te refilera en douce les testicules du Mahatma Gandhi. Gandhi est mort? T'étais où, toi? À la guerre? Ici, nous allons sauter quelques chapitres et abandonner le récit lui-même pour aborder quelques éléments d'ordre sexuel, malgré la censure de l'époque. Narcissus reprit. Uma Bronstein, la fille retrouvée morte dans la piscine. Elle est en vie. Ah, tant mieux pour elle, n'est-ce pas? On est toujours mieux vivant que mort. Un proverbe coréen, sans doute. Mais ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est pas une si bonne nouvelle pour toi. Le corps, les photos du cadavre que nous avons vu hier, je suppose que tu t'en souviens. Eh bien, il s'agit, en fait, de Gertrude Toklas. Gertrude Toklas en personne. Je sentis mon sang circuler plus vite. Mon Dieu, je l'ai connue il y a près de 10 ans. Elle commençait à tourner des films de série B. Son vrai nom était Alice Stein. Je sais. Je me souviens de ta drôle d'histoire avec elle. C'est pour cela que j'ai appelé chez toi ce matin. Tu dormais encore. Alice, tu es vraiment sûre? Désolé, Franck. La police n'a aucun doute. Ton Alice vivait chez Uma Bronstein. Elles étaient amies. Un peu plus qu'amies, cela même. En tout cas, peu importe. Uma était partie pour quelques jours et avait laissé Gertrude Toklas dans sa villa de South District. Villa qui porte un nom français d'ailleurs, la Paillette. En français dans le texte. Allusion sans doute à la cocaïnomanie de Uma Bronstein. Ah, les seins d'Alice. Ils étaient bien deux. Ils avaient à peu près le même poids et le même modelé, mais leurs pointes différaient par la couleur et surtout par la réaction sous la langue. L'une qui gonflait et s'étirait en 2 coups de cuillère à peau, l'autre qui prenait tout son temps. Ça m'avait fait marrer. Des seins vairons. Je les appelais Charybde et Scylla. Un peu plus loin, un peu de musique et de sexe. La porte du bureau de Narcisse était à demi ouverte et on entendait futile frustration de Count Basie. J'avançais
comme un cobra charmé par la musique, le colis et l'album photo calés sous mon bras gauche. Avec Carmen, Narcissus avait tiré le gros lot. Enfin, gros, juste là où il faut. Elle était moulée dans une robe de soie émeraude qui rimait très bien, comme un poème avec ses yeux verts, aux iris mouchetés d'or. Un truc vraiment chouette. « Vous êtes rien chic, Carmen, dis-je. »« Ça vous plaît, Franck ?»« Ça me plaît beaucoup. »« J'en suis ravie, » assura-t-elle. Et elle s'approcha. Je souris. « Le grand enquêteur est là ?»« Oh non, il est sorti. Mais il m'a ordonné de vous empêcher de partir. » Je vois. Et par simple curiosité, vous comptez faire comment pour m'en empêcher ? Elle me dévisagea d'un regard pyroclastique. Vous savez, Franck, je suis prête à tout. Elle rit. Moi aussi. J'avais totalement oublié l'album et le colis. Je déposai le premier sur le bureau et lui tendis le second. Tenez, c'est pour vous. Un cadeau. Oh, Franck, vous êtes si gentil. Un cadeau de la peste, Carmen. Je veux dire de la poste, Carmen. J'étais troublé. Oh, dit Carmen. C'est de la part de ma sœur. Elle venait d'ouvrir le carton et d'en sortir une paire de chaussures écarlates à bridés hauts talons. Elle se déchaussa, s'assit sur le bureau et les essaya. Elle croisait et décroisait les jambes, mi-danseuse de cabaret, mi-Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, c'est un film musical de Victor Fleming, adopté du même roman du même nom de Frank Baum. Et mon costume de chez Mulbrown commençait à me serrer, surtout aux coutures. Et comme ça se passe pendant la guerre de Corée, un peu de Corée. Le général MacArthur venait d'ordonner la censure de tous les reportages et il était désormais interdit de critiquer les troupes américaines et le commandement. Les journalistes risquaient la cour martiale. Un type de United Press qui avait seulement omis de soumettre son article au bureau de la censure avait fait 1 jour de prison. En gros, tout ce qu'on pouvait écrire officiellement des troupes, c'est qu'elles étaient en Corée. Il racontait qu'on allait gagner la guerre, mais pour moi, on allait la perdre. J'en aurais mis ma main à couper. J'allais éteindre la radio quand on se mit à parler des meurtres. La police avait fait le lien entre les 3 crimes et elle recherchait un sadique. Mais le speaker revenait sur la carrière d'Alice, alias Gertrude, la starlette de Révolte à Guadalcanal, Chippie sans principe ou du scandaleux Quand passent les chacals, et insistait sur la croustillante affaire Stein-Tolkas parce qu'elle impliquait des lesbiennes. Avec beaucoup de sous-entendus, il citait aussi les noms d'Hélène et de Béatrice. Pour la première fois, je pris conscience qu'elles étaient vraiment mortes. Je me sentis mal. Pris d'une violente nausée, j'arrêtai un instant la Lincoln sur le bas-côté et vomis.
Enfin, Frank retrouve Janet Boone, l'inspectrice de police. Son caoutchouc noir goûtait. Elle l'ôta et le déposa sur le fauteuil défoncé. Narcissus avait menti. L'inspectrice en chef n'avait rien perdu de son charme, ni sa chevelure de son éclat. C'est une allusion à la célèbre phrase du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Le presbytère n'avait rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Elle-même empruntée à une phrase tirée d'un recueil de lettres fictives de George Sand adressée à une jeune fille. Radio Londres l'utilisa pendant la Seconde Guerre mondiale pour annoncer l'invasion de la Sicile en juillet 1943, invasion dirigée par le général Omar Bradley, à qui le livre est dédié. Bonjour, Frank. Elle avait toujours aussi sa voix rauque de fumeuse de brune. Tu n'as pas changé, bafouillai-je. Ses yeux passèrent de mes cheveux gris à ma main gantée de cuir jaune. Toi non plus. Elle s'installa au bord du lit. Je suis pas là pour t'arrêter, Frank. Sinon, je serais pas venue seule. Je sais que t'es pas coupable. Évidemment. J'étais même pas là lorsque Helen Brewster et Béatrice Driscoll ont été tuées. J'ai appris ça qu'à mon retour. Erreur, Frank. Pour le meurtre de la fille Brewster, t'étais rentré de Corée depuis quelques jours. T'aurais pu faire l'aller-retour à Black River, tuer cette fille et revenir officiellement plus tard. L'heure de sa mort est un peu floue et de toute façon, personne n'a d'alibi pour chaque heure de la journée. Béatrice Driscoll, elle, a été tuée en juillet, le 7. T'étais sur le point de partir en Corée. T'étais en permission pendant 1 semaine. J'ai vérifié. Et pour le meurtre de Toklas, t'es aussi dans la liste des suspects. Mais il y a un élément supplémentaire pour tous les meurtres qui t'innocentent totalement. T'es désormais hors de cause. Lequel? Désolé, Frank. Je peux rien te dire. Ou alors si. Il est question de lait. De lait? Je restais bouche bée, sans comprendre. Tu sauras bien assez tôt. Nous avons nos méthodes. La police part des victimes et cherche à remonter à la source. Les limiers, ils fonctionnent comme les saumons. Ah, fis-je avec un grand sens de la platitude. Elle poursuivit. Dès le début de l'enquête sur Helen Brewster, son père a embauché un privé. Ça m'a contrarié. Mais depuis, Mr. Rose me tient au courant de tout, enfin, il est supposé le faire. Il m'a donc confié les lettres de ta mère à Vail, ainsi que ton carnet. Très élégant, cette liste. J'étais un gamin. J'étais bêtement fier de mes conquêtes. Mettons. J'avais le regard vague. Je voyais bouger sur les murs et au plafond des processions de bestioles de cauchemar, des cafards ou des araignées. Mes roll-mops avaient des envies de voyage. Mes nerfs, cette fois, me lâchaient pour de bon. J'avais juste besoin d'une confirmation. Nous sommes allés cueillir Vail il y a 1 heure, en vain. Il avait déjà fui, nous avons lancé un avis de recherche. Il a laissé ceci dans sa chambre. Elle sortit de sa veste une enveloppe et me la tendit. Je reconnus le papier à lettres du duc et l'écriture appliquée du maître d'hôtel. Je demande pardon à tous. Ça fait des années que la folie a envahi ma vie. J'ai cru que je pourrais lui résister, mais ces crimes atroces sont les fruits empoisonnés d'un amour malade. Il y a longtemps que j'aurais dû prendre cette décision. Je veux, par ma mort, s'il le faut, mettre un terme à cette abomination. Il y a désormais du sang, tellement de sang.
Veil avait trop lu Macbeth. Je rendis la lettre à Janet. La chute de la maison Bolton. Une lumière changeante comme la flamme d'une bougie éclaire la petite fenêtre du laboratoire de mon père, le duc. Je bouscule sans difficulté les 2 plantons et me précipite vers la maison, manquant de déraper sur le gravier. Bobby accourt en jappant. L'entrée est remplie d'une odeur âcre, étouffante, qui semble venir de partout à la fois. Il y a des effluves étourdissants de benzène, à croire qu'on a vidé la cuve d'un camion-citerne sur les tapis. Je cours à travers les étages plongés dans l'obscurité. J'appelle Sally, encore et encore. Mais aucune réponse. Le silence, plus oppressant que l'attente avant un combat. Soudain, l'essence s'enflamme et le feu court sur les murs. Hagard, les yeux rougis, je ressors dans le jardin et fonce vers le laboratoire. Le vestiaire carrelé est envahi par la fumée. Ça sent comme dans mes nuits de cauchemar. Un mélange de cochon grillé, de soufre et de caoutchouc brûlé. Je tourne la poignée sans m'apercevoir tout de suite à quel point elle est brûlante. C'est comme si j'avais ouvert la porte de l'enfer. Les 2 flics se sont rapprochés, mais restent à une bonne distance. Au milieu du labo, parmi tout un tas de cochonneries combustibles, au milieu des fioles, des éprouvettes et des vases brisés par le coup de folie du duc, j'aperçois un corps tordu, enserré dans un étau de feu. Il brûle sur une des tables en céramique. Un des pieds porte encore une chaussure noire, très découpée, reconnaissable entre mille. Sally. Malgré la chaleur et la fumée, je me précipite vers elle. Mais ses vêtements carbonisés adhèrent aux chairs sanguinolentes. Le chien me suit. Soudain, il y a un grand « ouf !» et le feu me souffle au visage. Je recule vers la porte, une poutre incandescente s'abat sur le pauvre Bobby qui n'a même pas le temps de pousser un hurlement. Le feu ronfle et craque déjà avec rage. Les 2 agents me tirent in extremis en arrière. La maison Bolton brûle et le brasier éclaire la nuit. Une silhouette se précipite vers le garage. Frank Bolton s'enfuit. Il roule jusqu'à un temple et cherche un prêtre. Le portail du temple est fermé, à croire que Dieu ne travaille qu'aux heures de bureau. Le pasteur vit dans l'arrière-boutique et sa porte n'est jamais fermée. Ces types-là, toute ma vie, je les ai haïs. Je me suis caché. Je me suis sauvé d'eux. Leur truc, je n'y ai jamais beaucoup cru. Et maintenant, je ne sais plus quoi penser. L'air sent la poussière moisie et la pénombre moite. Je traverse une cuisine sale, un long couloir et j'entre dans le temple, par une porte près de l'office. Je me mets à gueuler, comme si je voulais tester les qualités acoustiques de l'endroit. Ça résonne pas mal. Ça ferait un club convenable. L'orchestre de Glenn Miller y ferait danser des souris en jupe trop courte, culottes blanches et souliers vernis. Je gueule encore, un peu plus fort cette fois. Je suis à 2 doigts de m'énerver pour de bon quand le pasteur se décide à arriver. Je le reconnais, le révérend Ichabod, un type long, maigre et chauve,
avec un sourire détestable à la James Stewart, les dents jaunes en option. C'est lui qui dirigeait le culte quand Vénice, ma mère, traînait tous les dimanches les gosses qu'on était, Marc et moi. Il porte une vieille chemise de nuit toute froissée et ses pieds sont nus. Il aurait dû enfiler des pantoufles, parce que le carrelage doit être froid, sacrément froid. J'arme le flingue et le pointe sur lui. Il s'arrête net et lève les mains au ciel, aussi haut qu'il peut, sans atteindre Dieu pour autant. Sa bouche s'agite comme celle d'un lapin. « C'est bien toi, Franck, l'aîné des Bolton ? Que t'arrive-t-il, mon fils ? Es-tu soûl ?» Il a le droit de se tromper. Les apparences jouent contre moi. Sûr que je donnerais n'importe quoi pour un bourbon glacé avec une paille. Je continue de braquer le revolver dans sa direction. Il recule lentement, trébuche contre les marches qui montent à l'autel. « Dieu t'aidera à t'en sortir. Il t'aidera, Franck. » Dieu s'en fiche bien. La tête commence à salement me tourner. J'ai un goût de cendre dans la bouche. Je remâche une langue qui ressemble à du carton. J'agite toujours mon arme sous son nez. Le révérend Ichabod recule encore, avec les yeux d'un animal pris dans des phares. Regarde autour de lui, à la recherche d'une issue, sans trouver de sanctuaire. Malraux, dans sa préface à Sanctuaire de Faulkner, écrit « Ce roman est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. L'ananké, fatalité, de la tragédie grecque est présente dans L'écume des jours, L'herbe rouge, L'arrache-cœur et d'autres romans de Vian. Mais ici, à la fatalité, vient s'ajouter la culpabilité, le péché, en raison des meurtres commis en Corée. Une sorte de péché originel. Tu as perdu ta religion, Franck. Tu dois aller vers le Seigneur, les mains et le cœur grand ouverts. Il te pardonnera le moment venu. Avec le flingue braqué sur lui, il n'a pas l'air très convaincu de ce qu'il dit. Il veut juste gagner du temps, sauver sa peau. Et il tombe à genoux et se met à me supplier. Pas question de me laisser attendrir. De ma puissante main gauche, je l'empoigne par le col et je le secoue. Il se met à psalmodier une prière inintelligible. Je l'agrippe plus brutalement encore. « Mon fils, arrêtez !» pleurniche le pasteur. « Tout ça, le paradis, l'enfer, c'est du vent, des balivernes !» Mes cris résonnent entre les murs du temple. « Et vous le savez très bien, vous autres qui en vivez. Y a rien d'après? Rien du tout, pas vrai? Vous avez perdu la raison !» balbutie le type. « Je vous en conjure, arrêtez ! Rien que le néant pour les morts et le chagrin pour les vivants. Rien d'autre. Dites-le ou je vous descends !» 2 grosses larmes roulent sur mes joues. On se retrouve sous le crucifix. Il négocie, résiste, implore. Est-ce volontaire? Les lettres initiales des mots de cette phrase commencent par I-N-R-I. Jesus Nazarenus Rex Iuderum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, gravé sur la croix du Christ. En anglais, il est écrit Ichabod negotiated, resisted, implored. Il finit par glapir d'une voix misérable en se répandant sur mes chaussures. « Oui, c'est vrai, il n'y a rien, le néant, ne me tuez pas !» C'est fou ce qu'on obtient avec une arme à la main quand on y pense. Tout de même,
Je me sens soulagée qu'un homme d'église me confirme de son plein gré que je n'ai rien à craindre pour la tranquillité de mon âme, ni pour celle de Venise, ma mère. Le repos éternel, le grand sommeil qui durera toujours, voilà une perspective qui me semble soudain très enviable. Souvenir d'un monologue de Hamlet. « 'Tis a consummation devoutly to be wished » Acte 3, scène 1. Je suis un garçon au goût simple, finalement. Voilà, alors, juste avant de nous quitter, je vous propose un dernier échange avec nos amis oulipiens pour notamment une question que j'ai à leur poser et surtout l'avenir. Alors, c'est donc Hervé qui s'y colle. Hervé, j'avais une petite question juste avant que tu nous parles du prochain projet de l'Oulipo. Je me suis demandé, en écoutant, Boris Vian est mort en 1959. Il est donc encore, il n'est pas dans le domaine public. Non. Je me suis demandé, là vous avez écrit à 5, Oulipo, comment ça se passe pour les droits d'auteur? Parce que... Non, mais c'est une question... c'est une question inattendue. Qu'on vous pose pas souvent, oui. Non. Mais c'est intéressant parce que oui, ça doit être complexe. Alors c'est très injuste parce qu'on a fait quand même les 3/4, mais on est à moitié-moitié. Ah oui. Mais bon, bizarrement, on pense qu'on vend beaucoup sur le nom de Vian et pas beaucoup sur le nôtre. Bon, voilà. D'accord. Finalement, on a accepté cette cote mal taillée qui devrait, sur le long terme, peut-être nous permettre de faire de longs voyages à l'étranger. D'accord. Voilà. Alors, justement, pour financer ces longs voyages, vous avez un nouveau projet, je crois. Oui. Et une nouvelle proposition. Je ne sais pas quel éditeur d'ailleurs, mais... Je ne vais pas en parler. Non. Non, mais non, c'était pas prévu, mais... D'accord. Bon, enfin, on peut le dire quand même, hein, je crois. Mais je crois que... Non, mais les gens, je crois que vous... Non, vous savez que souhaiteriez savoir ou... Ouais. Non, le décès de... Moi, ça m'a surpris, mais... Oui. Ouais. Le décès de Jean d'Ormesson nous a affligés tous, et oui. On a retrouvé un roman commencé par Jean d'Ormesson qui s'appelle Choupette. Ah. On ne sait pas du tout, pour l'instant, de quoi ça parle. Apparemment, c'est autour de son chat. Oui. Yeah. Donc, on se renseigne actuellement sur la vie des chats et on pense qu'on va le finir. Le chat ou le roman? Ah, le roman oui. Sur le chat de Jean d'Ormesson. D'accord. Voilà. C'est un roman, philino-biographique, avec beaucoup de d'Ormesson et un petit peu d'Oulipo. D'accord. Voilà. Ça va être bien alors. Oui, ça va être très bien. Non, mais on mise énormément dessus. On ne sait pas chez qui on sera. Est-ce qu'il y a autant d'humour que dans Boris Vian? Il y a autant d'humour que chez d'Ormesson. D'accord. Et bien sur ces dernières paroles, voilà. Je vous remercie, chers amis, d'avoir été présents, d'être venus aussi nombreux. Notre prochain spectacle, je crois qu'on peut applaudir tout d'abord nos invités, Eduardo Berti, Marcel Benabou, Hervé Letellier et tous les membres de l'Oulipo qui ne sont pas là. Nos lecteurs et lectrices de ce soir, merci pour eux.